Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle. Au programme de ce numéro 208, un numéro un peu spécial pour débriefer de cette saison 2025. Cette année, on change un peu le format. Vous allez pouvoir retrouver plusieurs épisodes où on abordera Moto 3, Moto 2 et chaque team qui court aujourd'hui en Moto GP. On espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous faire des retours. Au programme pour ce jour, la partie 1 avec le Moto 3 et je retrouve à mes côtés Pierre et Gwen. Comment ça va les garçons? Salut, ça va super. Salut. Toujours champion du monde. Ça n'a pas changé, mais malheureusement pas avec la même personne, pour ton plus grand plaisir, Pierre. En Moto 3 cette année, du coup, les garçons, on refait un point rapide. Le champion du monde est Rueda, suivi de Piqueras. Et pour terminer, est-ce que c'est surprenant? On va en débattre. Qui laisse à la 3e position, qui est également le rookie de l'année. On retrouve en titre constructeur KTM et en équipe KTM Ajo. Les garçons, tout d'abord, votre impression sur cette saison 2025 Moto 3, Pierre? Une bonne saison, encore une fois, qui a été animée, je trouve, surtout par les rookies, finalement, dans mon point de vue. Et c'est vrai que ceux qu'on attendait plus, on va dire des vieux briscards, moi j'ai eu plus de mal cette saison. Ils n'ont pas forcément brillé tous, à part Rueda, évidemment. Mais voilà, donc en tout cas, une belle saison encore avec beaucoup de bagarres. Et Gweno? Ouais, pareil, je vais pas paraphraser Pierre, mais ouais, une saison sympa, mais avec une grosse domination, donc c'est sûr que un peu moins de suspense, mais très sympa à regarder. Alors justement, tu parlais de Rueda, Pierre. Cette année, Rueda, c'est 10 victoires en 19 GP, 14 podiums, 19 points par GP en moyenne, un abandon au Qatar sur problème mécanique dans le dernier tour et toujours dans le top 5, sauf une fois à Aragon. Il a terminé 8e à 8/10e de la victoire. Il n'avait que 5 podiums avant cette saison, donc c'est un peu la révélation de l'année. Moi, je l'ai trouvé très très impressionnant. J'en attendais pas moins, j'avais beaucoup d'espoir en lui, mais j'ai trouvé vraiment qu'il avait surpassé ce qu'on pouvait attendre. Pierre, est-ce que tu considères que Rueda était à la hauteur des attentes et est-ce que il a fait une aussi bonne saison qu'Alonso l'année dernière? Ouais, je dirais même plus que je l'ai trouvé plus en maîtrise encore qu'Alonso. Alonso, je sais pas comment le définir, après c'est très subjectif ce que je vais dire, mais quelque chose, une facilité parfois déconcertante. Rueda, je l'ai trouvé plus jouer tactiquement sa saison, pas faire d'erreurs, que des bons résultats. Rueda, je pense que si vous réécoutez l'épisode d'introduction de saison 2023, j'avais beaucoup d'espoir dans ce pilote. Alors 2023, il m'avait un peu déçu. Bon, c'était son rookie 2024, il m'avait plus que déçu. Et là, enfin, il montre ce que j'avais vu chez lui en petite catégorie, son vrai niveau. Donc j'espère qu'il va pouvoir continuer comme ça. Mais difficile quand même de comparer, je trouve, on va dire le côté peut-être extravagant ou chaud de Alonso à un peu la froideur tactique de Rueda. C'est comme ça que je le vois, moi. Ouais, je te rejoins là-dessus. Rueda, c'était toujours celui où, à mon sens, quand tu regardais une course, même s'il n'était pas aux avant-postes, s'il était bien, il a été relativement bien toute la saison jusqu'à sa blessure, te dire qu'il allait attaquer à un moment donné et remonter et au moins se placer sur le podium de manière intelligente. Gweno, ton ressenti, toi, sur la saison de Rueda? Moi, déjà, je suis comme Pierre, j'attendais beaucoup de ce pilote-là, et c'est vrai que l'année dernière, j'avais été vraiment déçu de le voir décrocher assez vite de la course au titre, puis finalement faire une saison très moyenne. Donc j'étais très content de le voir ouais, aussi solide et tout en maîtrise tout au long de la saison. Bon après, à titre perso, moi c'est peut-être parce que j'adore Alonso, mais je trouve que cette saison est un poil moins. Disons qu'elle marque moins les esprits. Après, il bat moins de records, mais les deux saisons sont très très solides.
Et bon, la comparaison est compliquée, mais dans les deux cas, c'est des pilotes qui ont vraiment écrasé la concurrence et qui n'ont pas laissé une miette aux autres. Donc même si les stats sont sans doute un peu plus impressionnants du côté d'Alonso, mais dans les deux cas, ça a été une domination sans partage, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Je vais pas vous paraphraser une nouvelle fois. Une fin de saison évidemment compliquée suite à son accrochage avec des Wheeler et sa blessure. On a heureusement, comme tu l'avais dit Pierre dans le dernier épisode sur Valence, pu le voir dans les box revenir, même si ça semblait encore un petit peu compliqué. La rééducation va forcément prendre du temps, être de retour. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, il pourra maintenir ce niveau malgré la blessure et surtout, est-ce que vous pensez que sur cette fin de saison, s'il avait pu revenir avant Valence, il aurait mérité une sanction sur ce qui s'est passé avec des Wheeler ou pas du tout? Ah, intéressant cette question. Alors, sur son niveau l'année prochaine, bah, il y a deux choses. Déjà, son niveau de blessure, qu'il soit physique ou psychologique. En plus, on sait que même des champions Moto 3, certains n'arrivent pas à passer le gap en Moto 2 et disparaissent dans cette catégorie. Donc, c'est vraiment la loterie. Autant cette année, on a Holgado et Alonso qui ont assuré leur saison de rookie en Moto 2, autant c'est pas donné à tout le monde. Donc, je saurais pas dire. Par contre, sur la sanction, je trouve ça intéressant. Alors, on pourrait se dire il est coupable parce que c'est lui qui rentre derrière Detwiller. Mais après, c'est le tour de chauffe. J'avais pas l'impression que c'était un pilote qui était distrait, Rueda, mais il suffit qu'il regardait son tableau de bord et il l'a pas vu, quoi. Donc, je sais pas. Bah, c'est un peu les images qui étaient ressorties. En fait, je pose la question parce que ça a fait débat et à mon sens, ça méritait pas sanction. Mais par contre, ça remettait beaucoup en question la gestion des petites catégories par la Dorna lors des week-ends de course. Parce que dans les images qu'on voit, on voit bien que Reda regarde son tableau de bord, mais on a aussi des Wheeler qui est lent sur qui est sur la piste. Il est à un endroit où il a pas à être lent. Mais ça remettait, à mon sens, en question le fait de plus avoir de warm-up et de plus potentiellement pouvoir voir directement si tu as des problèmes avec ta moto le matin. Mais du coup, cette question de la pénalité s'est beaucoup posée. Gueno, pour clôturer avec Rueda, est-ce que tu penses que ça serait justifié justement qu'il écope d'une pénalité à son retour ou pas du tout? Moi, j'ai pas regardé les images parce que j'avais pas spécialement envie de voir ça. Donc, mais je sais qu'effectivement, quand j'ai lu un peu les réactions à droite à gauche, les gens avaient l'air de dire que, oui, effectivement, c'est quand même Rueda qui rentre dans Death Wheeler, mais les torts étaient un peu partagés. Death Wheeler était lent et pas au bon endroit. Est-ce que, enfin, vu que ce genre de situation, sans parler de l'accident, mais de pilotes qui sont pas au bon endroit en Moto 3 pendant les qualifs ou les essais, ça arrivait assez fréquemment ces dernières années, en tout cas ces dernières saisons, euh, et que ça n'a pas été spécialement pénalisé à chaque fois, je vois pas trop l'intérêt de pénaliser plus que ça, ou alors il faudrait le faire beaucoup plus souvent. Et puis bon, là, vu les circonstances, je vois pas du tout l'intérêt de le pénaliser, même s'il était revenu, quoi. Au C'est vu de déjà la situation. assez. D'autant que s'il était revenu, pas sûr que Death Wheeler aurait été sorti d'affaire au moment où il était revenu. Ça aurait été un peu bizarre de pénaliser un pilote quand on sait pas si l'autre va s'en remettre. Enfin bon, je trouve que ça aurait été un peu étrange, quoi. Ouais, je trouve que la peine mentale entre guillemets est déjà assez lourde. Où d'un côté, t'as failli mourir clairement parce que les deux ont fait un arrêt cardiaque. T'as potentiellement tué ton collègue. Enfin, il y a un truc de lourdeur mentale vu la situation qui, à mon sens, méritait pas sanction supplémentaire. Oui, et puis comme tu dis, avant de penser à une sanctionner les pilotes, faudrait peut-être. Enfin, disons que dans la liste des choses à revoir sur ce qui s'est passé, la pénalité des pilotes, c'est peut-être pas la première, quoi. Il y a peut-être des éléments de sécurité, de communication à revoir avant ça. Mm. Et pour continuer, les garçons, avec la catégorie, Gwenno, tes autres points forts de cette saison Moto 3? Eh ben, je vais encore répéter ce qu'a dit Pierre, mais c'est les rookies. C'est vrai que avant que Kiles arrive ou que les autres montent un peu en performance, la saison s'annonçait pas spécialement marrante parce que Rueda était vraiment au-dessus du lot et Piqueras qui était derrière était quand même vraiment derrière, je veux dire. Et en termes de performance, je veux dire. Et l'arrivée des rookies a quand même, je trouve, dynamisé à la fois le championnat et les courses, que ce soit évidemment Kiles, mais même Perronet qui a fait une très belle saison.
Pour moi, ça a été vraiment le point fort. Et puis, c'est un truc qui est toujours sympa en Moto3 de voir des rookies performer. Donc, pour moi, c'est vraiment le côté sympa. Surtout que des pilotes qu'on aurait pu attendre, comme Ludeta, par exemple, ou Foggia, n'étaient pas au rendez-vous. Tu le rejoins là-dessus, Pierre? Ouais, je rejoins. Je pourrais quand même rajouter un dernier point fort. Certains l'ont mis ailleurs dans le classement, mais je parlerai de Munoz. Je me suis beaucoup moqué de lui l'année dernière et en début de saison. Et finalement, je me dis qu'il a su changer son mindset, je trouve, à partir de la mi-saison, et arrêter de jouer le podium ou par terre. Et ça a il a souvent géré ses courses de manière plus intelligente, et ça lui a rapporté des gros points. Alors, jamais dans la lutte pour le titre, hein, beaucoup trop de retard, mais j'ai aimé la façon dont il a réagi, donc peut-être quelque chose d'intéressant pour l'année prochaine. Pour compléter sur les points forts, moi je noterais, alors je sais pas si on peut le considérer comme un point fort, mais en tout cas quelque chose que j'ai noté de positif sur cette saison, c'est la fin de saison d'Adrian Fernandez qui a au final quand même su se Mais démarquer, non, hein. mais non. Mais si, je suis désolée, Pierre. C'est, à mon sens, c'est quelque chose de positif parce qu'on l'a vu galérer, on l'a vu devoir vivre entre guillemets dans l'ombre de son frère et dans l'ego de son frère et être placé ici et là via les contrats de son frère et de le voir faire un podium et faire des choses positives cette fin de saison. Pour moi, c'est qu'il a réussi peut-être à trouver quelque chose sur la moto, sur son pilotage, etc. Et c'est une bonne chose. Mais effectivement, ça rentrerait peut-être plus dans les surprises même si ça te donne envie de quitter cet épisode, Pierre. On a parlé du positif, maintenant on va plutôt parler des déceptions. Je pense que la liste est un peu plus longue puisque quand je lis le conducteur de cet épisode, je ne sais pas qui l'a rempli, mais il y a un nul, nul, nul avec plein de points d'exclamation de noter. Je soupçonne Thibaut d'être passé par là. Pierre, tes déceptions cette saison? Bah, je mettrais Adrian Fernandez, hein, qui montre des belles choses en fin de saison, donc c'est une déception pour moi. Non, de manière plus réaliste, j'avais pas beaucoup d'attentes honnêtement, à part Piqueras qui était censé quand même, voilà, après une bonne saison de rookie l'année dernière, voilà, être vraiment dans la course au titre cette année. Il l'a jamais vraiment été. Assez rapidement détaché. C'était un peu compliqué pour lui et sur la fin, il a sauvé sa place de vice-champion du monde un peu in extremis face à Aquiles. Donc c'est dur, hein, ce qu'on dit là, déception pour une place vice-champion du monde, mais je le voyais vraiment un step un tout petit peu plus au-dessus. Les autres, oui, on peut noter la mauvaise performance de Honda cette année. Clairement, je crois qu'ils ont gagné que 2 courses sur la saison, sinon KTM a tout raflé sur les 22. Donc, et c'est arrivé en toute fin d'année. Donc vraiment pas une bonne année pour Honda, mais qui a peut-être décidé de couper les devs quand on sait ce qui arrive dans la catégorie d'ici peu. Pour Piqueras, je vais pas te paraphraser parce que je suis assez d'accord avec toi. Et quand tu dis c'est dur, une déception pour quelqu'un qui est vice-champion, c'est aussi qu'on connaît la hargne et le talent que peut avoir ce pilote. On l'a vu aussi à la Red Bull Rookies Cup dans ces duels acharnés en face de Quiles, Herveda, etc. Donc forcément, t'attends quelque chose d'un peu plus flamboyant de ce pilote, et c'était pas le cas malheureusement cette année. Je rajouterais aussi, mais ça c'est une déception toute personnelle, la saison de rookie de Rocher Moudley. Donc moi c'est un pilote que j'aime beaucoup. J'ai un affect un peu particulier. Là où je suis déçu, c'est pas de sa saison de rookie qui est somme toute difficile à analyser. C'est quand même, j'ai pas forcément vu beaucoup de progression, même en fin d'année. Pas forcément en termes de résultats, mais aussi de construction de week-end, de progression sur les séances. Donc, à voir ce que ça va donner l'année prochaine, mais il est pas forcément sur une pente où il progresse selon moi. Voilà. Goeno, tu rejoins Pierre ou t'as des déceptions supplémentaires que t'avais envie de nous présenter? Non, 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 globalement, je suis à peu près d'accord. Surtout, juste pour Piqueras, j'ajouterais, parce que j'y ai un peu pensé après la saison, c'est vrai qu'il souffre aussi de la comparaison avec Kiles,
qui du coup l'a pas mal bousculé. Au final, c'est vrai que même si je suis d'accord, moi aussi j'étais un peu déçu de sa saison, mais c'est vrai que ça reste une saison assez solide. Mais en fait, le voir se faire autant malmené par un rookie, ça fait remettre un peu en perspective ce qu'on attendait de lui, quoi. Donc après, on sait que certains pilotes ont besoin d'un peu de temps pour être vraiment, vraiment performants, bah, comme Rueda l'a montré. Donc charge à lui l'année prochaine. Bon, il sera en Moto 2, hein, c'est ça si j'ai pas de bêtises. Mais charge à lui de montrer qu'il mérite sa promotion, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, dans mes déceptions, j'avais quand même noté, et effectivement, c'est un peu comme toi, Pierre, c'est un peu personnel, mais Rulestone, qui était nulle part cette année, qui était 16e, donc encore moins bien que l'année dernière. J'attendais des petites choses de sa part, parce qu'il a su quand même montrer 2-3 fois qu'il en avait sous le guidon. Malheureusement, ça s'est pas montré comme il aurait pu cette année. Et dans l'ensemble, c'est plutôt une déception globale. C'est les pilotes qui viennent de la Red Bull Rookies Cup. Il y en a comme Rueda qui vont être flamboyants, et puis il y a les autres comme Ogarman, Eddie Oshii, Moudlay qui en vient aussi, qui font pas autant de prouesses que ce qu'on pourrait attendre de ce qu'on appelle l'antichambre du MotoGP. Qu'on pourrait attendre avec plus de hargne, plus d'envie d'aller se battre aussi. Là, j'avais un peu une impression de... Ils sont là, c'est le rêve d'une vie. Et effectivement, s'ils sont en Moto 3, c'est parce qu'ils ont les compétences pour, mais pas tant. Enfin, il manquait un petit truc qui m'a un peu déçu cette année, alors que je trouve que on arrive quand même à sortir une ou deux pépites de cette compétition. On va finir sur cette partie déception et point fort avec les surprises. Gwenno, tes surprises cette saison en Moto 3? Ouais, je pense que comme tout le monde, je veux dire qu'il laisse. C'est vrai que, alors moi j'ai suivi de très loin tout ce qui est antichambre du Moto 3, mais j'avais regardé 2 ou 3 courses et je l'avais trouvé effectivement très talentueux mais très brouillon. Et je m'étais un peu attendu à revoir la même chose sur sa première saison et bon, rien à dire, hein. Il a fait des erreurs de rookie, mais quand il les a fait, il les a jamais reproduit une deuxième fois. Il a vraiment été euh, au niveau optimal auquel il pouvait être, je pense. Donc ouais, non, c'était la vraie surprise, malgré le fait qu'on l'avait annoncé comme étant un très très gros talent. Bon, sans dire que j'y croyais pas, j'étais pas, je me doutais pas qu'il serait aussi performant dès sa première saison, quoi. Il était quand même relativement impressionnant, absent sur les 4 GP sur les 5 premiers. Enfin, ses résultats montrent que il y a quelque chose, et je pense que le fait de faire partie du clan Marquez, ça aide beaucoup aussi à cette évolution rapide et à voir ce qu'on peut voir en piste cette saison. Pierre, je pense que tu as envie de nous parler de Furusato peut-être dans tes Oui, surprises. c'est vrai que ça m'est pas venu là avant le début d'émission, mais Furosato, c'est une très bonne surprise. C'est un pilote qu'on a vu arriver en mondial en 2022 avec des résultats très 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 compliqués, il faut le dire. Mais cette année, c'est surtout cette fin de saison, c'est l'année du réveil, je trouve. Je crois qu'il fait 5 podiums, si je me trompe pas, dont sa première victoire. Et dont 3 podiums sur les 3 dernières courses. Donc peut-être qu'il a compris quelque chose dans cette catégorie. Et voilà, c'est une nationalité qu'on voit pas souvent aux avant-postes. On l'a déjà dit avec Ayogura, mais je le redis pour lui. Donc enfin moi, il y a un affect particulier. Et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée l'année prochaine. Et alors d'ailleurs, j'ai un doute s'il passe en Moto 2, mais je crois pas. Mais voilà, s'il peut progresser encore. Est-ce Je que tu avais couperai si d'autres besoin. surprises Est-ce que tu avais d'autres surprises sur cette saison Moto 3 pour clôturer? Bah, la compréhension, Matteo Bertelle, je pense, qui fait deux belles courses en début de saison. Sur les 3 premières courses, il fait 3 top 5, je crois, et dont un podium. Et après, il se blesse beaucoup et on ne revoit pas forcément. Enfin, il retrouve jamais son mojo, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était assez surprenant.
Les garçons, pour clôturer cet épisode, puisqu'on a quand même fait le tour, on peut quand même noter quelques petites choses en Moto3 cette saison. La première, c'est David Munoz, qu'on avait l'habitude de charrier un petit peu entre nous parce qu'il faisait que de déconnecter son cerveau et de faire des dingueries. Cette année, il fait quand même moins d'erreurs, 3 victoires, 8 podiums, quand même 5 abandons lors des 7 premiers GP. Toujours un peu taré, on va pas se mentir, mais quand même un peu plus sérieux. Peut-être que 2026 sera l'âge de raison, l'année de la raison pour lui. On verra. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué cette saison, Gueno? Oui, parce que surtout ça s'est fait d'un coup, comme tu dis, les 7 premiers GP étaient compliqués, puis d'un coup il a réussi à se canaliser. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il finisse la saison comme ça parce qu'il montrait vraiment de belles choses. J'espère que il va prendre de cette saison pour être au top l'an prochain. Pourquoi pas miser sur lui d'ailleurs, parce que même si Kiles s'annonce le grand favori sur la fin de saison, Munoz lui a tenu la dragée haute à plusieurs moments. Donc s'il arrive à reproduire ce qu'il a fait cette saison, enfin la partie où il était performante, ça peut être un gros client l'an prochain. S'il arrête de tomber ou de faire tomber des gens. C'est ça. Pierre, toi, dans les points à retenir de cette saison, t'en as parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, t'en as parlé beaucoup dans les épisodes, c'est le fait qu'il y avait des chaises musicales toute la saison avec beaucoup de remplaçants Ouais. en Moto3. Non, mais je pense que s'il n'y avait pas eu Thibaut avec nous cette saison, moi j'aurais été définitivement perdu sur les chaises musicales. Je sais pas comment il faisait pour arriver à suivre, voilà, parce il y a peut-être un pilote qui a fait 4 équipes dans l'année. C'était infernal Et avec les peut-être au blessés. chômage et on n'est pas au courant. Je sais pas, mais c'était très compliqué à suivre. Et bon, déjà c'est pas bon signe parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de blessés. J'ai pas vérifié les stats, mais est-ce qu'il y a eu plus de blessés que d'habitude, c'est possible. Mais c'était effectivement compliqué. Puis ceux qui devenaient remplaçants, puis après devenaient titulaires dans une autre équipe parce que l'autre s'est fait virer en cours de saison. Bref, c'était vraiment compliqué. Ouais. Il y a quand même un point positif, c'est que ça donne la chance à certains pilotes comme Esteban ou Gorman de montrer ce qu'ils valent, quoi. Enfin, Esteban, il avait déjà eu la chance et il avait été injustement viré pour Foggia. Mais sinon, c'est vrai que ça permet à certains pilotes de pouvoir se montrer. Même si c'est bon, c'est un bien pour un mal, on va dire, parce que dans l'absolu, ce serait bien si les pilotes pouvaient rester là toute la saison. Mais s'il y a du positif à trouver, ce serait ça, je dirais. Si on peut noter un dernier point positif, je pense que vous serez d'accord avec moi les garçons, c'est les secours de Sepang sur cette saison qui ont clairement sauvé la vie de Rueda et d'Edwiller, puisque les deux ont fait un arrêt cardiaque lors de leur accident. Et c'est quand même notable parce que malheureusement il y a trop de tragédies dans ce sport. Et là on y a échappé et c'est clairement grâce aux personnes qui ont été capables de les prendre en charge très très rapidement. Est-ce que vous avez le mot de la fin ou est-ce qu'on a tout dit pour cette catégorie? Pour ceux qui sont peut-être pas au courant, que du coup, Death Wheeler a décliné le guidon que SIC 58 avait proposé pour des questions de santé. Communication très étrange d'ailleurs d'annoncer à la fois que tu es en train de guérir, que tu que tu prends pas ton guidon et en même temps que tu as un nouveau management. J'ai trouvé la com assez étonnante. Oui, c'est vrai. Je souhaite que l'année prochaine on ait une toute aussi belle saison. Et bah, typiquement, un pilote comme Rolston pourrait profiter du fait que Detwiller ne s'aligne pas l'année prochaine. Merci beaucoup les garçons pour cette première partie de débrief. C'est tout pour nous pour ce premier épisode. Vous retrouverez très vite nos acolytes pour parler Moto 2. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, et venir discuter avec nous de moto, même pendant la trêve hivernale, sur Discord, Twitter et Facebook. À très vite les garçons. Salut! Salut!